Ok, bah écoutez, je vous propose de commencer tranquillement. Il est 16h01, comme ça on ne prendra pas de retard. J'imagine que vous avez également probablement d'autres réunions, d'autres choses à organiser après. Donc l'idée, c'est de se donner 30-45 minutes pour essayer de vous éclairer sur la sécurisation de la reprise des activités. Avant toute chose, nous espérons sincèrement que malgré la crise sanitaire, vos proches se portent bien, que vous portez bien, que vous supportez aussi bien que possible ces périodes assez complexes. Euh, avant de lancer ce webinaire, j'aimerais juste vous donner deux, trois éléments de fonctionnement. Donc, comme j'ai pu le dire au tout début, un tout petit peu avant que ça commence, pour ceux qui étaient en avance, vous pouvez nous poser des questions. Vous avez un onglet questions, vous pouvez nous poser des questions, questions que nous verrons et auxquelles on pourra vous répondre au fur et à mesure de la présentation et également à la fin de cet échange. On va procéder essentiellement par questions. L'objectif, c'est de bien vous aider à comprendre quels sont les risques liés à la reprise d'activité, mais surtout comment vous pouvez réussir à sécuriser cette reprise d'activité, que vous soyez dans une association, dans une collectivité, au sein d'une entreprise, bien sûr, en tant qu'employeur ou responsable de site. Et également, bien sûr, il y a des impacts au niveau de la façon dont vous allez travailler avec vos administrés, avec vos salariés, vos fournisseurs, vos clients, bien entendu, et ainsi de suite. Donc, naturellement, vous vous posez beaucoup de questions. La crise sanitaire étant particulièrement forte, tout le monde veut bien faire les choses. L'idée ici, c'est effectivement, et c'est ce que vont vous dire Marc-Aurèle Carucci et Marine Favre tout au long de ce webinaire, c'est d'essayer de vous donner des éléments pour garantir cette sécurité-là et surtout pouvoir la prouver si à un moment donné, votre responsabilité venait être engagée. Alors, sans plus attendre, je vais demander à nos deux huissiers de justice intervenants de se présenter. Honneur à toi, Marine, de commencer. Donc, je te laisse te présenter et après, je vous poserai donc quelques questions qui vont guider cette présentation. Et puis, au fur et à mesure, on pourra prendre également des questions que vont nous poser les participants. Alors bonjour à tous, merci de suivre ce webinaire en direct. C'est plutôt inédit comme situation, mais comme l'est en ce moment l'état actuel, je crois, du monde entier. Alors l'huissier de justice, depuis 3 ans, installé à Dijon, nous avons une structure où nous sommes 4 associés, 5 huissiers et puis 27 collaborateurs. Actuellement, l'étude est mise en sécurité par un maximum de personnes au chômage partiel pour enfin avec la baisse d'activité, des personnes également en télétravail et des huissiers sur le front. Voilà. Marc-Aurèle. Active ton micro, Marc-Aurèle, il est désactivé. Marc-Aurèle, ton micro n'est plus activé. Ah, problème de micro, d'accord. Alors, juste un instant, désolé, ce sont les aléas des webinars, ça va être résolu très vite. Est-ce que tu... Non, tu ne peux pas le réactiver. Alors, c'est assez étrange, effectivement. Ah, non. Bon, alors Marc-Aurèle va revenir, je pense, d'une minute à l'autre. Il va se reconnecter. Je suis vraiment désolé, ce sont les aléas du direct. Voilà, il revient et je le invite tout de suite à rejoindre la salle. Hop. Oui, bonjour à tous. Voilà, super Marc-Aurèle. Alexis, tu m'entends là maintenant? On t'entend très bien. C'est bon, tu peux y aller. Ah, parfait. Bah, écoute, je n'avais plus de micro.
Bon. Je suis désolé. Les miracles de la technique. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis huissier de justice à Rouen. Donc, nous avons une structure avec six associés et 50 collaborateurs et présents sur 2 sites géographiques. Bien évidemment, la crise a pour nous, ça a eu le même impact que pour vous. Malheureusement, ça a vraiment été une chute d'activité globale du jour au lendemain. Ceci, nous avons quand même une politique de continuité de l'activité malgré la baisse métrique. Nous avons des collaborateurs, des collaboratrices qui travaillent sur site et éventuellement à domicile pour la gestion des dossiers. Nous avons été sensibilisés très rapidement sur cette problématique de travail et de comment on pouvait, après avoir été assommé par cette mesure de confinement, comment les entreprises pouvaient essayer de s'organiser pour essayer quand même de relancer en partie leurs activités. Et c'est vrai que cette demande de constat s'est fait jour il y a environ une quinzaine de jours. Et je pense qu'elle a été très utile pour un certain nombre d'entreprises, de façon à, d'une part, sécuriser leurs salariés, sécuriser aussi leurs fournisseurs, de façon à pouvoir reprendre un semblant d'activité. Et je pense que ça, c'est très important et que demain, on voit bien que le gouvernement, faisant du déconfinement par compartiment, la constatation des mesures prises pour garantir l'application des gestes barrières et de sécurité, tant pour les consommateurs que pour les salariés, va être extrêmement important. On voit qu'il y a déjà des contentieux judiciaires qui se sont fait jour, notamment à travers le fameux cas Amazon, dont on parlera sûrement dans la suite de notre entretien. Tout à fait. Avant de vous poser les premières questions, bien sûr, je rappelle que ce webinaire, ce n'est pas une initiative de vos études individuelles, c'est bien une initiative du syndicat de l'Union nationale des huissiers de justice, d'accord? Parce que globalement, on se rend compte que il va être important, il va être essentiel pour que chacun puisse se prémunir d'un certain nombre de risques et puisse véritablement sécuriser cette reprise d'activité, de recourir à l'huissier de justice. D'où cette démarche qui est une démarche à ce stade d'information purement informative, ce n'est pas une démarche commerciale, et je tiens à le rappeler, dans laquelle nous sommes, qui est de vous informer et d'essayer de vous transmettre des bonnes pratiques pour cette reprise d'activité, pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Alors, première question à tous les deux, c'est dans le cadre de cette reprise, on a quand même un certain flou dans la manière dont ça va être réorganisé. On avance à tâtons, on le voit dans la manière dont le gouvernement annonce les éléments de cette reprise. Et quand on est entrepreneur, quel que soit le type d'activité que l'on a, cette incertitude finalement fait naître bien sûr des angoisses, des doutes, et on se demande dans quelle mesure il n'y a pas des risques dans le cadre de cette reprise d'activité si des clusters se déclenchent dans un magasin, dans une entreprise ou en lien avec l'activité. Vous, en tant qu'huissier, vous êtes vigie de ces aspects-là, et tu en parlais un petit peu tout à l'heure en citant l'arrêt Amazon Marc Aurèle. Qu'est-ce que vous en pensez en premier lieu et comment vous voyez les choses d'un point de vue reprise économique, tout simplement? Alors, si tu me permets, je pense que la reprise économique va être assez schizophrène. C'est-à-dire que d'une part, on voit bien qu'il y a la volonté du ministère de l'économie et des finances de relancer l'activité. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a la volonté de la ministre du Travail de mettre en garde systématiquement les employeurs en indiquant bien qu'ils sont responsables si quelqu'un est malade à la fin, qu'ils sont responsables pénalement. Et ça, elle l'a déclaré à plusieurs reprises, notamment, de mémoire, c'était le dimanche 29 mars, lorsqu'elle était invitée à l'émission le Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI, où il disait que les chefs d'entreprise étaient responsables des moyens qu'ils avaient mis en place. Et ça, je crois que ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on voit bien que donc, cette crise sanitaire a surpris tout le monde. On voit qu'effectivement, il y a des mises en cause qui se sont fait jour, notamment par rapport aux mesures qu'avait pu mettre en place l'État en matière de prévention de risques épidémiques et qui ne manqueront pas sûrement d'alimenter les chroniques judiciaires dans les mois qui viennent. Donc je pense qu'il est tous de notre responsabilité en tant que chef d'entreprise, et nous sommes parmi les premiers concernés, Esqualité aussi, de mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d'une part de garantir la santé de nos salariés,
et de garantir aussi notre responsabilité. Voilà. Également avec les clients. On pense à la sécurité des collaborateurs, des salariés, bien sûr, mais dans leur relation avec la clientèle et comme l'a évoqué Marc Aurèle et dans le cadre un petit peu de l'arrêt à venir Amazon, également par rapport à la partie colis, la partie matériaux qu'on pourrait manipuler entre clients, entre collaborateurs, donc, il y a vraiment la sécurité sanitaire des humains et la chaîne un petit peu de désinfection, d'hygiène à respecter et à observer. Ok. J'ai déjà quelques questions. Après, si on regarde un petit peu… Ouais. Vas-y. Oui, vas-y, Alexis. Oui. Non, je disais, c'était pour enchaîner un petit peu sur la seconde question, mais je pense que tu allais l'introduire aussi. Très concrètement, face à ces risques-là, déjà, est-ce que ces risques sont homogènes et on le voit, on a déjà certaines questions de personnes qui sont présentes et qui nous interrogent, qui nous disent, voilà, j'ai un magasin de chaussures, si je dois réouvrir, il y a une grande proximité avec les clients, je dirige des instituts de beauté, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux reprendre l'activité? Est-ce que je peux réellement, finalement, mettre en place des mesures sanitaires qui sont OK? Les mêmes questions vont se poser quand on est un industriel dans des usines, vis-à-vis des fournisseurs, des clients, des ouvriers. Alors, dans quelle mesure finalement les preuves à apporter vont être homogènes? Dans quelle mesure il va falloir mettre en place les bons dispositifs? Où est-ce qu'on doit placer le curseur finalement? Là, il faut être très vigilant sur… Je crois qu'il va y avoir deux… Je t'en prie, Marc Aurèle, vas-y. Vas-y, Marine, je t'en prie. Il va falloir être vigilant sur les… fait, il va falloir serrer… Marc Aurèle, vas-y. Bon, alors j'y vais. Donc, je disais, en fait, il va falloir serrer deux typologies. La typologie des salariés et la typologie des clients. En ce qui concerne les salariés, pour les entreprises qui sont de taille relativement importante, il y a ce qu'on appelle le document unique en matière de sécurité, où là, il va falloir effectivement compléter ce document par toutes les mesures qui ont été mises en place au niveau du Covid-19 et aussi bien faire en sorte d'informer le Conseil économique et social et les représentants syndicaux officiellement de toutes les mesures qui ont été mises en place. Parce que quand on lit l'ordonnance qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre dans l'affaire Amazon, à chaque fois, ils disent, oui, effectivement, Amazon dit avoir mis telle chose en place, mais on ne voit pas d'éléments montrant qu'ils ont informé officiellement les syndicats, etc., etc., etc. Donc déjà, dans cette ordonnance, on a déjà quelques points intéressants sur ce que doit faire un employeur vis-à-vis des syndicats. Il ne s'agit pas simplement de mettre en place des dispositifs, mais dans le cadre où on a un délégué du personnel ou un conseil économique et social environnemental à l'intérieur de son entreprise, de bien l'en informer au fur et à mesure et surtout de faire en sorte que ces nouveaux process apparaissent bien dans le document unique et que par ailleurs, éventuellement, dans le cadre du constat, pas simplement constater les moyens mis en place, c'est-à-dire il y a des masques, du gel hydroalcoolique, éventuellement des masques qui permettent d'éviter les projections, mais bien constater l'application de ces mesures par les salariés à l'intérieur de l'entreprise. Ça a bien été rappelé par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre, où notamment dans le constat d'huissier, effectivement, l'huissier avait bien constaté que les moyens étaient mis en place, mais n'avait pas constaté l'effectivité, je dirais, de ces mesures et leur respect par les salariés. Voilà. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Ça sont des points qui ont été apportés par la jurisprudence. Bon, on sait que la Cour d'appel doit examiner cette affaire à nouveau vendredi, mais il n'empêche que ça, ce sont quand même des éléments qui sont purement factuels, qui, à mon avis, seront repris assez largement par la Cour d'appel. Donc, une nécessité quand même pour les employeurs de bien se garantir par rapport à ça. Après, en ce qui concerne le public, ça, je vais laisser la parole à Marine. Je pense que c'est un petit peu la même problématique. Aujourd'hui, on est dans une espèce de flou artistique sur la problématique du confinement. Comment on va se déconfiner? Est-ce qu'on va se déconfiner par secteur d'activité, par compartiment? Quelles sont les mesures qui vont être mises en place? On sait que le ministère du Travail a mis en place 19 fiches thématiques à destination des employeurs. Ça, c'est en libre accès sur le site du ministère du Travail. Mais après, il reste encore pas mal de zones d'ombre. Voilà. Donc, c'est vrai que le but d'un constat aussi, c'est des fois aussi de donner une image à un instant T des mesures qu'on a pu mettre en place, qu'on a pu mettre raisonnablement en place par rapport à une situation donnée.
Alors, pour compléter ton propos, Marc-Aurèle, effectivement, j'irais même plus loin sur le CSE et l'obligation un petit peu d'employeur. De ce qui ressort de l'arrêt d'Amazon, c'est vraiment d'associer le représentant du personnel à l'évaluation des risques, donc effectivement dans le document unique ERP, donc d'associer impérativement les salariés pour que toutes les décisions puissent être prises avec les représentants. Et c'est là où le constat peut avoir sa force, c'est de ne pas oublier effectivement soit de consigner un PV de réunion auquel le représentant du personnel a pris part avec l'employeur dans le cadre de l'évaluation des risques, consigner les éventuelles informations qui ont été menées, parce que la simple constatation, et même si c'est déjà un bon début de la mise en place des procédures propres à l'entreprise, de distanciation, de mise en sécurité, etc., ne sera pas suffisante si l'employeur ne peut pas parvenir à justifier de son obligation d'information et de formation des salariés aux 10 gestes décidés. Pour les employeurs ou dirigeants ou toute personne responsable d'un groupe, de mettre en place des process, de veiller à former les salariés sur ces process et derrière de s'assurer que les process soient respectés. C'est vraiment ces 3 étapes-là qu'il faut entendre. Après, vis-à-vis de la clientèle, il faudra un petit peu de la même manière procéder par voie de protocoles affichés et être sans cesse à rappeler les protocoles qui ont été décidés par l'entité. Ça va être important, je pense, pour l'avenir et pour limiter au maximum les contentieux, puisque des contentieux, il y en aura avec des personnes malades qui se révéleront malades avec le temps et qui viendront toujours chercher une responsabilité. Et qui est le mieux placé pour l'endosser? Et ben, c'est la partie dirigeante. Donc, il va falloir faire face et avoir des billes un petit peu pour se retourner aussi. 2 questions qui nous sont posées sur ce thème, et pour rester relativement spontané, je pense que c'est le bon moment de les poser. Quid d'un salarié qui ne respecterait pas le protocole mis en place? Est-ce qu'il peut être mis à pied? Alors, je ne sais pas vraiment si la question relève du périmètre de l'huissier de justice ou d'un avocat en droit social, puisqu'on est quasiment sur des questions de licenciement et qui concerneraient peut-être plus l'avocat en droit social. Je me permets quand même de la poser si le périmètre n'est pas celui de l'huissier, surtout il faut le dire. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est quid si un constat est fait à un instant T, que les process sont bien vérifiés à un instant T, et qu'ensuite le dirigeant ou dans l'entreprise, ces process ne sont absolument pas respectés. Il y aura un constat qui vient certifier que le process est mis en place. Quelle sera sa valeur si dans les semaines qui suivent, ça se dégrade et qu'en fait, les protocoles ne sont pas respectés? Bah, je vais me lancer du coup, je vois que Marc-Aurèle… Oui. Non, mais en ce qui concerne donc l'aspect, est-ce qu'on peut sanctionner un salarié? Là, je pense que raisonnablement oui, parce que là, c'est quand même un acte suffisamment grave de ne pas respecter les gestes de distanciation sociale, parce qu'il y a une mise en danger potentielle d'autrui, parce que parmi ses collègues de travail, il peut y avoir des gens qui peuvent être, qui peuvent avoir des facteurs personnels aggravants par rapport au risque d'attraper le Covid-19. Donc ça, je crois qu'effectivement, ça doit pouvoir être sanctionné. Après, moi, ce que je peux conseiller, je dirais, à nos auditeurs, c'est de revenir vers leur conseil en droit social sur ce sujet, puisque ça, c'est vraiment leur spécialité. Je sais de même qu'il y a tout un débat actuel sur est-ce que l'employeur a la possibilité de prendre la température de ses salariés à leur arrivée au sein de l'entreprise. Il y a tout un débat là-dessus. Ça, aujourd'hui, la question n'est pas complètement tranchée en droit social sur ce sujet. Voilà. C'est que le droit social en France il y a une interprétation des juges qui n'est pas la même qu'en matière civile ou commerciale. L'interprétation des juges est souvent, et je pense des fois à juste titre, très protectrice des salariés. Voilà, ça, je pense qu'il ne faut pas non plus critiquer cette position, mais il faut bien l'avoir toujours quand même présente à l'esprit, plutôt protectrice et très respectueuse des droits fondamentaux. Voilà. Marine, tu veux compléter sur la question également du constat valable à un moment T, mais si le protocole, si les choses se dégradent, quelle sera à ce moment-là la force du constat finalement? Comme tout constat en fait, Alexis, hein, chaque constat, c'est pour ça que les constats sont datés. À tel jour, nous on atteste d'une situation.
on ne peut pas, dans notre constat, apporter la garantie que la situation perdurera. On espère que si le dirigeant met en place ces protocoles-là, il entend évidemment les suivre. Derrière, nous, on ne peut pas apporter la garantie qu'ils soient suivis dans le temps. On peut juste dire qu'à la date à laquelle on intervient, la situation est celle qu'on décrit dans notre constat. Ok. Et donc, du coup, tu recommanderais parce que c'est une question qui va forcément être posée ensuite, tu recommanderais de réitérer ce constat suivant la durée des mesures de précaution qui vont être imposées. Tu recommanderais de réitérer ce constat de façon assez régulière? Ça dépend des protocoles mis en place, mais il peut y avoir des protocoles qui soient hebdomadaires, c'est-à-dire avec quelqu'un qui a une délégation de pouvoir sur la sécurité sanitaire de l'entreprise, par exemple. Et à ce moment-là, à chaque visite qui est faite hebdomadaire, ça pourrait être intéressant d'avoir le constat qui, avec le représentant des personnels, le dirigeant et l'huissier, on voit si tous les process décidés continuent bien d'être appliqués tels qu'ils ont été définis. Ça peut être intéressant. Après, du constat pour du constat, faut pas tomber dans une consommation. À mon avis, la profession, elle a voilà, une utilité qui serait bien plus ciblée ailleurs. Mais là, pourquoi pas dans le cadre d'un rythme hebdomadaire, par exemple, ou mensuel, ou fonction de l'évolution de la législation. Ok. Alors, si on va, donc là, on a étudié quelques cas concrets. J'espère qu'on a pu répondre déjà à un certain nombre de questions que les personnes présentes peuvent se poser. Quid en termes de responsabilité? On met en place des aménagements, on tombe sur des clients de mauvaise foi et on n'a pas fait constater que des protocoles, des aménagements avaient été mis en place. Quel risque en matière de responsabilité pour le dirigeant ou pour le responsable tout simplement du site sur lequel pourrait se déclencher un cluster ou pourrait se retourner un malade? Moi, je dirais que la responsabilité dans les deux cas, elle peut être et civile et pénale, surtout. Je crois qu'il ne faut pas oublier la dimension pénale de ce sujet, notamment pour le chef d'entreprise, sa responsabilité pénale vis-à-vis de ses salariés, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui touche à la santé du salarié. Donc, on est vraiment là dans le cadre d'une responsabilité pénale potentielle. Après, vis-à-vis du public, les choses sont un petit peu différentes. Je dirais qu'en cas de problème, le commerçant qui rencontrera des difficultés avec un consommateur peut toujours, je dirais, en référer après aux forces de police dont c'est le métier, hein, je dirais, d'intervenir en cas de mise en danger d'autrui. Voilà, après, c'est pas au commerçant de faire sa police lui-même et de faire sortir les gens manu militari, mais face effectivement à une situation complexe avec un consommateur réticent, oui, d'appeler les forces de police. Je dirais que dans un avion, si quelqu'un commence à fumer une cigarette, l'avion atterrit, c'est les forces de police qui interviennent pour sortir effectivement la personne qui trouble la quiétude de l'avion. Voilà. Je pense que chacun son métier. L'huissier de justice a un intérêt, parce qu'effectivement le constat est une photographie à un instant T d'une situation. Je crois que chaque entreprise, surtout en fonction de la taille, est différente. Bien évidemment, peut-être que dans le cadre d'entreprises extrêmement importantes, employant beaucoup de salariés, où les allées et venues au sein de l'entreprise sont très, très, très importantes, effectivement, un rythme de contrôle hebdomadaire peut éventuellement très largement se justifier. Après, dans le cadre d'entreprises moins importantes, je pense que le plus important pour le chef d'entreprise, c'est d'avoir un document lui permettant éventuellement ultérieurement d'attester qu'il avait bien pris toutes les mesures qui lui étaient réclamées à l'époque. Et là, dans le cadre du constat, puisque je crois tant Marine que moi-même, nous avons fait un certain nombre, notamment dans le domaine de la grande distribution, c'est de constater qu'effectivement, les mesures de sécurité, de gestes barrières, de nettoyage des matériels sont bien mis en place et sont bien respectés. De même, la présence des règles de sécurité dans les documents uniques, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important. Le coût d'un constat est extrêmement faible par rapport à la taille du risque, d'accord? Risque pour lequel, je précise, le chef d'entreprise, lui, ne bénéficiera d'aucune assurance, puisqu'en matière pénale, il n'y a pas d'assurance possible sur ce sujet-là, je pense. Voilà.
Merci beaucoup Marc-Aurèle. J'avance un petit peu, je reviendrai sur certaines questions qui m'ont été posées, qui sont plus précises à la fin. Concrètement, quelles sont les étapes à suivre si on veut demander à une étude d'huissier de réaliser un constat sur le fait que les mesures sanitaires sont bien mises en place, qu'elles répondent aux enjeux propres au magasin, à l'entreprise, à la mairie, ou voilà, aux différents sites. Quelles seraient les étapes? Comment ça se passe? Qui contacter également? Voilà. On va contacter son Marie, huissier. Merci. Contacter son partenaire habituel, un huissier de proximité, l'huissier de son choix. Permettre également à l'huissier de respecter, lui, son propre process constat, c'est-à-dire la distanciation sociale, évidemment, les gestes barrières. Derrière, si l'huissier peut intervenir seul sur site et limiter les contacts, pourquoi pas. On peut très bien être guidé par le client en visio également pour toute constatation qui serait amenée avec cette possibilité-là. Donc, première étape, prendre contact avec l'huissier, lui décrire les besoins. Dans le cadre de la reprise d'activité, évidemment, indiquer clairement quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre par les dirigeants et ce qu'on a à mettre en avant, en suivant recevoir son PV pour surtout pouvoir en faire état tant en interne avec ses collaborateurs et avec les représentants du personnel qu'en externe vis-à-vis de ses clients en disant voilà, nous, notre entreprise, elle agit de telle manière, on fait attention à la sécurité et à la santé de nos collaborateurs, on respecte également la santé et la sécurité de nos clients par tel et tel moyen et c'est également un outil de communication pour les dirigeants aujourd'hui. Ok, et Marine, comment ça fonctionne? Est-ce que l'huissier doit forcément se déplacer sur place? Excuse-moi Marc-Aurèle, vas-y, mais je pense que tu vas rebondir sur ce que j'avais posé comme question. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. En fait, en complément de ce que vient de dire Marine, en fait, vous pouvez vous connecter sur le site repriseeco.fr. Vous avez un lien qui pointe vers l'annuaire des huissiers de justice, France entière, si jamais vous ne connaissez pas d'huissier de justice vous-même. Donc là, vous avez accès à l'ensemble de l'annuaire de la profession pour trouver un huissier de justice, voilà, en matière de constatation. Ça, c'est le point important. Ok, et du coup, est-ce qu'il est nécessaire que l'huissier de justice se déplace? On sait que les conditions sanitaires, évidemment, nous invitent à diminuer au maximum notre mobilité. Quelles sont les mesures de sécurité que prend la profession à ce niveau-là? Et voilà. Alors aujourd'hui, la profession, puisque au départ de l'épidémie, tout le monde était quand même vraiment dans l'inconnu de ce virus et de savoir comment il se propageait. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas sûr à 100% de la façon dont il se propage, de sa durée de vie, du temps pendant lequel une personne est contagieuse ou pas, savoir si les surfaces doivent être nettoyées régulièrement ou pas. Enfin, donc il y a quand même encore un certain nombre d'inconnus. Donc, pour ce faire, effectivement, l'huissier de justice qui va intervenir pour faire ce type de constat va intervenir normalement en présentiel, mais en respectant bien évidemment tous les gestes barrières. D'accord, ça c'est très important. Et par ailleurs, en fonction du secteur d'activité dans lequel la personne qui lui demande de venir constater agit, la meilleure des choses est de prendre la fiche conseil du ministère du Travail type par rapport au secteur d'activité et de pointer les uns après les autres les points qui sont listés dans ces fiches. Voilà, de façon à être en conformité avec ces fiches indicatives mises en place par le ministère du Travail. Ça, je crois que c'est très important. Après, dans le cas où, effectivement, certains huissiers de justice, dans des zones qui sont extrêmement contagieuses, je pense par exemple dans la région Grand Est, par exemple, pour ne pas la nommer, où effectivement il peut y avoir des difficultés de déplacement, etc., la profession admet aujourd'hui la possibilité de faire ce qu'on appelle des constats vidéo en mode déporté. C'est-à-dire que là, l'huissier de justice ne va pas pénétrer dans les lieux, mais va prendre, je dirais, un système de rendez-vous par visioconférence avec la personne qui lui demande le constat et va, je dirais, à travers l'outil de visioconférence, visualiser tous les points de contrôle qui doivent être faits et en même temps donc va faire la capture vidéo de toute cette visioconférence qui servira de base à la rédaction de son constat. Voilà. Ceci dit, ça c'est un cas quand même qui est extrêmement exceptionnel puisque dans la majeure partie des cas aujourd'hui, nos confrères se déplacent quand même in situ en respectant les gestes barrières et les gestes de protection. Voilà. Mais il est très important de comprendre que ces constats
sont faits d'une façon extrêmement normée. C'est-à-dire que là, il faut bien lister tous les points du secteur d'activité. Si je prends par exemple le secteur de la grande distribution, c'est les équipements de prévention, l'affichage du plan de nettoyage, désinfection et l'enregistrement des actions qui sont faites au jour le jour, la présence dans le document unique et sa mise à jour intégrant le risque Covid-19, la présence du poste de nettoyage désinfection, son mode de fonctionnement, l'affichage des gestes barrières, que ce soit à l'entrée du magasin, dans les sanitaires, dans les locaux administratifs, dans les locaux sociaux et dans les locaux de réception des fournisseurs, et notamment après l'arrêt de tous les systèmes tels que les fontaines à eau, les distributeurs à café, enfin tous les lieux de rassemblement qui peuvent poser problème. De même, aussi dans le cadre des désinfections, les désinfections des poignées de porte, les désinfections des caddies, etc., etc. Donc on voit que c'est quand même ce constat, c'est pas simplement je me déplace et ça prend 5 minutes, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire d'une façon extrêmement détaillée, en suivant un process qui est relativement précis, qui est assez technique puisqu'il repose principalement sur les fiches qui sont mises en place par le ministère du Travail. Et en même temps, le point important, c'est de pas simplement faire un inventaire, mais c'est de bien constater qu'effectivement, ces éléments-là sont respectés et sont effectués. Voilà. Je crois que ça, c'est très important et c'est ce qu'il faut retenir à titre principal. Ok, merci beaucoup. Alors, je vais prendre, on a beaucoup de questions et des questions qui sont très précises, donc certaines ne relèvent pas forcément du périmètre de votre profession, mais je vais quand même les poser puisque vous pouvez avoir des retours d'expérience intéressants sur le sujet. À titre d'exemple, est-ce qu'il y a des préconisations, alors peut-être qu'elles sont dans les fiches du ministère du Travail, je n'ai pas eu le temps de toutes les lire, il y en a plus de 30 ou 40, je crois. Est-ce qu'il y a des préconisations en matière de surface du magasin, nombre de clients présents? Première question. Il y a une limitation à 100 personnes en milieu fermé ou ouvert. Donc le magasin, c'est très certainement la raison pour laquelle de nombreuses enseignes ont créé du coup un petit peu d'emploi sur des espèces de barrages filtrants à l'entrée avec l'aide d'agents qui effectuent un comptage pour limiter la présence dans les magasins. Ok. Autre question. Alors, désolé, c'est des questions qui sont très, très précises, mais bon, on a encore un petit quart d'heure. Je me dis que ça va être intéressant de créer cet échange-là. Est-ce que vous préconisez, par exemple, ou est-ce que vous identifiez un risque, ou est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de constater l'arrêt ou une organisation particulière pour tout ce qui va être fontaine à eau, machine à café dans les entreprises, dans les open space? Est-ce que sur ça, vous avez des préconisations particulières que vous auriez pu avoir Ah oui, c'est extrêmement. Ah oui, c'est extrêmement important, Alexis, d'interrompre ces dispositifs. Je pense que c'est hier ou avant-hier où il y a eu un début de communication dans les médias sur une contamination possible par l'eau sur le coronavirus, sur des eaux qui pouvaient être souillées, d'accord? Je ne parle pas des eaux du réseau d'eau potable, mais sur des parties qui peuvent être souillées. Donc effectivement, les fontaines à eau, dont le nettoyage aujourd'hui ou même l'entretien n'est pas fait régulièrement par les prestataires de services, sont tous potentiellement des nids à microbes. Donc il vaut mieux les éviter, la machine à café, la fontaine à eau, etc. Ça, je pense qu'effectivement, ce sont plutôt des mesures de bon sens à ce sujet. Après, puisque effectivement, il nous reste plus qu'un quart d'heure, il y a un élément qui est important. Je pense que c'est quand même aussi l'utilité de ce type de constat pour le jour d'après. Puisque le jour d'après, c'est-à-dire l'après 11 mai, c'est le jour que tout le monde redoute, puisque c'est le jour où normalement tout est censé commencer à recommencer, c'est le cas de le dire, c'est une espèce de pléonasme, et c'est vrai, et personne ne sait comment exactement ça va se passer. Personne ne sait comment les consommateurs vont réagir, si effectivement ils vont commencer à revenir dans les villes, etc., etc. De même, la problématique des masques aujourd'hui n'est pas clairement résolue. Je pense que tout ce qui pourra rassurer le client, le consommateur, sera un élément qui sera extrêmement important et un élément de différenciation pour les entreprises. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Moi, je le vois tous les jours quand je rentre chez moi. Il y a un chantier de construction d'une maison individuelle.
Moi, je vois les pauvres ouvriers qui travaillent sur les chantiers, ils sont à 20 cm les uns des autres sans masque. Alors, si tu veux, c'est quand même, je m'excuse, on voit qu'il y a des employeurs qui, excuse-moi, font vraiment n'importe quoi et ne respectent pas leurs salariés. Et il a dû leur mettre la pression en disant oui, mais le client met la pression pour terminer sa maison, donc il faut aller sur le chantier. En réalité, ils font tout et n'importe quoi et n'importe comment. Donc je crois que on est quand même dans un pays de démocratie, on est dans un pays où normalement c'est la raison qui doit dominer et il faut utiliser cette raison à bon escient. Après, la reprise économique, elle existera à partir du moment où effectivement on a bien compris que c'est quelque part un espèce de nouveau monde qui va s'ouvrir avec, je dirais, une vision de la part des consommateurs sûrement très différente de ce qu'elle était auparavant, notamment par rapport à la responsabilité de l'État, mais aussi à la responsabilité sociale des entreprises. La responsabilité sociale des entreprises, c'était une espèce de tarte à la crème dont on parlait avant. Je crois qu'aujourd'hui, on a bien pris conscience que c'est une notion qui est extrêmement importante, et la notion de responsabilité de l'entreprise. On voit même la responsabilité des dirigeants quand on voit le groupe Carrefour qui annonce une baisse de la rémunération de son PDG, de ses principaux dirigeants et de ses dividendes d'une façon spontanée, par exemple. On voit qu'aujourd'hui, les choses commencent à changer par rapport à ça. Le monde n'est plus monolithique. Et je pense que le consommateur, aujourd'hui, est en demande et très attentif à ce type de changement, et sera seulement très attentif au fait que les entreprises respectent un certain nombre de règles de sécurité et se mettent en conformité. Question qui nous a été posée pendant que tu répondais, Marc Aurèle. La responsabilité du maire peut-elle être engagée si des mesures ne sont pas correctement prises, mises en place, éventuellement constatées? Oui. Marine? Bah oui, évidemment. Évidemment, surtout dans le cadre de l'accueil de structures des enfants, enfin, ou des EHPAD, là, tout ce qui est établissement recevant du public, le maire, il en est particulièrement responsable. Donc, évidemment, les maires sont pour le coup logés à la même enseigne que le dirigeant chef d'entreprise. Ils sont responsables, donc ils devront rendre des comptes, éventuellement être condamnés civilement, pénalement, enfin, toute la panoplie de la responsabilité. Alors, question un peu plus technique. Il nous a été demandé si les protocoles avaient été validés par le CSE ou alors ça s'appelle plus Comité Hygiène Sécurité, mais le CSCCT d'une entreprise, si tous les protocoles ont été validés, actés au niveau de ces commissions-là, à quoi sert, quelle va être la valeur ajoutée finalement d'un constat d'huissier? Marc Aurèle, tu veux répondre? Ou j'y vais? Non, vas-y, Marine, je te laisse. Vas-y. Je t'ai pris beaucoup la parole, mais. Pour moi, le CSE, il est indispensable qu'il soit, lorsqu'il existe et qu'il y a un représentant du personnel, il est indispensable qu'il soit associé à l'évaluation des risques, associé au plan d'action et associé aux mesures prises. C'est dans ce cadre-là qu'on pourra limiter tout type de conflits à venir, de litiges à venir. Mais on n'est pas à l'abri que malgré tout, un salarié qui est contaminé, qui en a contaminé d'autres et que ces autres mêmes salariés contaminent leur famille, bah, du coup, on n'est pas à l'abri que ces familles-là puissent un petit peu par ricochet aller chercher la responsabilité de la société, même si ça a été mis en accord avec le CSE. Chacun individuellement peut porter une action en responsabilité contre un employeur ou contre l'employeur de son conjoint. Donc, en fait, dès qu'on a un intérêt à agir, on peut le prendre. À mon avis, c'est pas parce que le CSE s'est mis en accord avec la direction, même si c'est ce qu'il faut faire impérativement, ça n'empêchera pas toute personne d'agir et c'est vis-à-vis de ces personnes-là que l'employeur ou le dirigeant devra prouver qu'il a mis toutes les actions en œuvre pour pouvoir veiller à son obligation de sécurité sanitaire de ses salariés, à son défaut de mise en danger de la vie d'autrui parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. C'est vis-à-vis d'autres personnes, des tiers de manière peut-être plus large. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, dans le cadre des entreprises, au niveau du CSE, ça va être souvent c'est l'employeur qui va rédiger le compte-rendu du CSE, mais ce compte-rendu de CSE, en lui-même, ce n'est pas une preuve. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un procès-verbal de constat d'huissier est un moyen de preuve légale extrêmement importante, puisqu'il vaut jusqu'à preuve contraire. Donc il faudrait démontrer que le constat d'huissier a été mal fait ou est incomplet,
ce qui juridiquement est beaucoup plus complexe, hein, on est bien d'accord. Donc pour le chef d'entreprise, c'est quand même une sécurité juridique extrêmement importante, en plus pour un prix qui est extrêmement faible par rapport aux risques potentiels qui pourront être encourus de ce fait. Voilà. Autre question, profitons-en. Parce que là aussi, je pense que l'huissier de justice peut être aussi quelque part, je pense notamment aux dirigeants des toutes petites entreprises, hein, de ce qu'on appelle les TPE. Je ne parle pas des grosses PME ou des grosses entreprises où là il y a des services en droit, souvent des services en droit social qui sont internalisés. Mais je mets à la place de la petite TPE, de la petite entreprise de bâtiment avec une dizaine de compagnons, du salon de coiffure, du libraire, tout ce type d'activité où effectivement là le chef d'entreprise n'a pas les compétences, d'accord, n'a pas les compétences par rapport à ça. Et ça, l'huissier de justice, lui, va pouvoir dire ah ben oui, mais vous savez, dans le cadre de votre activité, vous êtes soumis à tel type de réglementation et le but de mon constat, c'est de lister les différents points et peut-être même il y a certains points que lui n'aura pas vus finalement. Donc ça, je crois que là aussi, il y a un rôle de conseil aussi de l'huissier de justice par rapport à ça. Et ce rôle de conseil est très important parce que demain, on sait bien que la reprise va être compliquée, que les consommateurs ne vont pas se précipiter pour réaliser des achats, ou du moins s'ils vont se précipiter, et de préférence chez les personnes qui auront mis en place les mesures de sécurité, pas chez ceux qui, quelque part, se seront contentés de rester les mains dans les poches. Voilà. Et ça, je crois que ça va être un facteur discriminant très important. Complètement. On a une question on a une question double. Déjà, premièrement, l'huissier réalise-t-il un simple constat des protocoles mis en place ou est-ce qu'il est apte à valider la suffisance des mesures données dans le secteur donné? Ça, c'est une première question qui est assez technique sur le périmètre finalement du constat que vous allez dresser. Puis il y a une deuxième question qui est beaucoup plus pratico-pratique, qui est quel est le prix standard d'un constat et comment celui-ci va être calculé en fait? Comment on va calculer le prix? Quels vont être les facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour calculer ce prix? Alors, sur la première question, attention, l'huissier est constatant, il n'est pas sachant et il n'a surtout pas la qualification nécessaire pour dire là, c'est bien, c'est suffisant. Il peut, dans le cadre du constat, dire oui, bah, ça me paraît être conforme à ce que vous faites, mais à aucun moment il peut l'attester et le constat ne vaudra pas certification de la bonne marche suivie par l'employeur. Nous, on ne peut pas tirer les conséquences de droit, on est juste constatant. Donc ça, c'est le premier point. Il faut bien que les gens comprennent que c'est à aucun moment une certification. Et sur le coût, ben là, il faut voir votre huissier de proximité, votre partenaire habituel, sur une fourchette qui pourrait être donnée, qui serait entre 250 et 450 euros et encore. Enfin, ça, c'est vraiment propre à chaque étude. Ce qu'il faut bien voir, c'est la difficulté de la mission. S'il s'agit juste d'une boulangerie avec une surface de vente qui fait 20 mètres carrés ou s'il s'agit d'une entreprise avec 250 salariés qui a 6000 mètres carrés d'entrepôt, les constatations seront forcément plus denses d'un côté que de l'autre. Le coût devrait varier de la même manière. Ok. Une dernière question sur une personne qui me dit voilà, pour accéder à mes bureaux, je dois passer par un ascenseur. Est-ce que le contrôle de l'ascenseur est de ma responsabilité? Je devine la réponse, mais je préfère vous la laisser en tant qu'expert de ces sujets. Tout dépend si l'ascenseur, déjà, il est au sein de l'entreprise ou si ça fait partie des communs. Et à ce moment-là, il y aura peut-être même une vision de copropriété, de syndicat des copropriétaires. Mais voilà, après, chacun doit un petit peu, comme on parlait pour les fontaines à eau et les machines à café, chacun doit un petit peu, avec bon sens, essayer d'agir au mieux en se désinfectant avant de monter dans l'ascenseur pour ne pas déposer de microbes sur les boutons. Et puis, voilà, se laver les mains une fois qu'il appuie sur le bouton, une fois qu'il arrive à son poste de travail. Bon, ok. Alors, oui, effectivement, moi, je rejoins tout à fait Marine sur son analyse. Effectivement, si l'ascenseur appartient en propre à l'entreprise, il appartient effectivement au chef d'entreprise de faire en sorte que cet ascenseur, du moins les parties qui sont tactiles, soient désinfectées régulièrement. Ça, c'est très important.
Si effectivement c'est un ascenseur qui dessert plusieurs bureaux, là la charge, on revient, je dirais, au syndic de copropriété qui devra s'assurer qu'effectivement le nécessaire est bien fait. Voilà. Ça c'est quelque chose de, je pense, de fondamental à bien comprendre. Aujourd'hui, comment dire, dans notre droit, on a ce fameux principe qui est arrivé via l'Union européenne, qui est ce fameux principe de précaution. Aujourd'hui, nous, tout ce qu'on peut conseiller aux chefs d'entreprise, c'est d'être précautionneux par rapport à ça. Soyez précautionneux parce que vous engagez votre responsabilité civile, mais surtout pénale. Soyez précautionneux parce que vous engagez votre vie, vous engagez la vie de vos salariés. Soyez précautionneux aussi parce que vous engagez aussi la vie du public, la vie de vos consommateurs et de vos clients. Donc, valorisez votre image, montrez qu'effectivement, être chef d'entreprise, c'est être responsable, et être responsable, c'est agir. Voilà. Bravo. Je vais juste prendre une dernière question, mais qui ouvre. Alors là, c'est une question qui… C'est pas facile, hein. Et c'est pas facile à faire. Hein. C'est pas facile à faire. Ouais. Il y a une question qui nous a été posée. Alors, peut-on appliquer son droit de retrait si les protocoles n'ont pas été constatés, qui ne sont pas respectés? Mais il y a surtout une deuxième question qui a été posée par la même personne, qui ouvre une fenêtre finalement d'ordre philosophique sur le droit. Est-ce que le Covid pourrait devenir, dans les discussions, et pourrait être reconnu comme une maladie professionnelle si l'entreprise n'avait pas mis en place les bons protocoles? Alors, j'ai conscience que c'est très, très prospectif. C'est une porte qui est ouverte, mais que je trouve intellectuellement assez intéressante d'un point de vue droit. Donc, je me permets de relayer la question. J'ai conscience qu'on sort de notre cadre de départ, Marc-Aurèle et Marine. Maladie professionnelle, je ne pense pas, parce qu'à ce moment-là, autant dire qu'une grippe aussi est une maladie professionnelle. Bon, voilà, après, le Covid est une maladie, enfin, est un virus que l'on attrape par le contact. Ce contact, peut effectivement avoir lieu au sein de l'entreprise, peut avoir aussi lieu, je dirais, dans la sphère privée ou la sphère publique. Là, après, je pense que ça, c'est une discussion qui appartient à ce moment-là aux juristes en droits sociaux. Nous, huissiers de justice, comme moi je me fais souvent à le dire, nous sommes un peu les couteaux suisses du droit. Je dirais un juriste de terrain, de proximité. Aujourd'hui, le droit est devenu extrêmement complexe et donc on n'a nulle prétention d'être les pics de la mirandole du droit sur les différents sujets. Je pense que là-dessus, les juristes en droit social trouveront place pour s'exprimer. Mais moi, je me mets à la place, je dirais, des trois personnes que nous avons citées, des trois groupes de personnes, que ce soit le groupe des chefs d'entreprise, des salariés ou des consommateurs. Eh bien, moi, je trouve que c'est plutôt rassurant, moi, en tant que salarié, d'avoir un chef d'entreprise qui se préoccupe de ma santé et de mettre en place des règles barrières, pas simplement parce qu'il y a sa responsabilité pénale, mais qu'il y a aussi quelque part une obligation morale. Ça, je crois que c'est important. Moi, je serais plutôt content de voir qu'effectivement, mon chef d'entreprise se démène par rapport à ça. De même, en tant que chef d'entreprise, eh bien, on doit se démener pour faire en sorte que l'entreprise continue. Cette entreprise, certes, elle nous permet de gagner notre vie, mais elle est aussi le moyen de subsistance de tous nos collaborateurs et collaboratrices, tous les gens qui comptent sur nous. Voilà. Moi, dans mon étude, j'ai 50 salariés. 50 salariés, c'est-à-dire que derrière, avec leur famille, etc., il y a 250 personnes qui comptent là-dessus tous les mois pour vivre, pour se nourrir, pour consommer, pour profiter de la vie, pour se lancer dans des projets professionnels et de vie. Donc ça, on a cette responsabilité, on a à cœur, je dirais, là aussi de le faire. Et moi, après, en tant que consommateur, oui, moi, je suis extrêmement sensible aux mesures que prendront les entreprises vis-à-vis de moi pour assurer la pérennité de la relation et de ma santé. Voilà. Alors, une toute dernière question, et après on va arrêter parce qu'on avait dit une demi-heure et on est à un peu plus de 50 minutes, et ça montre en tout cas qu'il y a véritablement énormément de questions qui se posent sur ce sujet-là, auxquelles vous êtes en mesure d'apporter des éléments de réponse, en tout cas des pistes de réflexion. Une dernière question, si des salariés dans le secteur office de tourisme, qui fait beaucoup d'accueil et d'administration, un bureau partagé avec plusieurs personnes, si certaines personnes refusent de porter le masque, est-ce qu'ils peuvent exercer le droit de retrait? Pareil, c'est peut-être plus du droit social pur et dur, mais voilà, question qui se pose.
Alors Bah, là, si. je pense que ça va dépendre des directives qui seront données par les ministères là-dessus. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y aura des consignes strictes qui seront données en matière de port de masque, en matière aussi de mise en place de dispositifs barrières, hein, du style vitron plexiglas, ou alors les fameuses visières qu'on a vu apparaître que portent certaines caissières dans les supermarchés pour éviter les projections de postillons. Donc ça, je pense que oui, dans les entreprises, c'est quelque chose qui va sûrement, où il y a beaucoup de proximité, des choses qui vont se mettre en place. Ça, je pense que là, je ne suis pas sûr que les salariés, là, pourront vraiment dire qu'ils pourront utiliser un droit de retrait par rapport à ça. Puisque là, quelque part, c'est une norme sanitaire qui va s'imposer sur ce sujet. Ça, je ne suis raisonnablement plutôt de l'avis que c'est quelque chose qui va s'imposer à eux. Et qu'effectivement, de ne pas respecter ça, ils s'exposeraient, je pense, raisonnablement à une sanction. Voilà. Okay. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Ce live et ce webinaire sera… Je dirais tout comme… Excuse-moi, vas-y, Marc-Aurèle, je te laisse compléter. Non, je dirais que c'est tout comme un salarié. C'est comme si un chauffeur routier ne mettrait pas sa ceinture de sécurité. Voilà. Voilà, par exemple, qui est quand même un élément qui est dans la cabine de son camion et qu'il est censé mettre pour assurer sa propre sécurité. Il ne peut pas dire, mais il y a une ceinture de sécurité, je ne vais pas la mettre et je vais exercer mon droit de retrait. Voilà, c'est pareil, pour travailler, il faudra peut-être mettre un masque et je ne vois pas ce qui pourrait justifier de la part du salarié d'exercer son droit de retrait par rapport à ça, surtout si toutes les mesures préconisées sont bien mises en place. Ok. Et dernier point, parce que j'y vois quand même quelque chose d'intéressant. D'où l'importance de les faire constater. Désolé, je vais prendre en fait une autre dernière question. Il y aura une deuxième dernière question. Peut-on afficher le constat d'huissier sur la vitrine d'un magasin afin d'être un gage qualité pour les consommateurs, les rassurer également? Bah oui. Marine Ah bah oui, pour moi, au contraire, justement, elle est là, la plus-value, c'est de pouvoir s'en prévaloir, de pouvoir communiquer dessus, de pouvoir rassurer ses clients en disant, voilà, nous, on a fait ce qu'il fallait, on pense à votre sécurité, à votre santé, à celle de nos collaborateurs, et en venant chez nous, vous avez davantage de sécurité, peut-être qu'en allant chez un autre. Ok. Merci beaucoup pour toutes vos questions déjà, pour les participants. Et puis bien sûr, Marc-Aurèle, Marine, merci beaucoup également pour votre participation. Merci Alexis, merci à tous et toutes. Continuez à prendre soin de vous, soin de vos proches. Et puis bien sûr, bon courage pour cette reprise d'activité qui est plus que nécessaire pour tous. Protégez-vous.